L'invité est au cœur de l'info ce soir, Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès et auteur de ce livre, La Colombie de A à Z, chez André Versailles, éditeur. Bonsoir Jean-Jacques Kourlianski. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24 pour parler de cette élection donc cruciale pour la Colombie, on peut le dire. Alors on vient de le voir, Abelardo de la Espriella, arrivé en tête du premier tour et surnommé le Tigre, a véritablement créé la surprise. C'était encore un avocat pénaliste largement inconnu du grand public il y a encore quelques années. Comment expliquer ce succès si soudain ? Bon, il a bénéficié de gros soutiens lui permettant de se fabriquer une image. Vous avez vu dans les affiches présentées dans votre reportage, il a une espèce de casquette à l'américaine, le maillot de l'équipe de football de la Colombie. Ce qui a d'ailleurs été très critiqué. Qui a été très critiqué, effectivement, puisque... il a également bénéficié du soutien des courants les plus à droite de la Colombie, soutien financier des églises évangélistes également, pentecôtistes. C'est un personnage qui se rapproche de ce Javier Milei en Argentine ou de Nayib Bukele au Salvador, qui lui ont apporté leur soutien, comme le conservateur britannique Boris Johnson et le président Donald Trump. Donc il se situe dans ce grand courant conservateur qui soutient les politiques à la fois sécuritaires et de défense de l'économie la plus libérale qui soit, avec un État minimal. Il a par exemple proposé de sortir la Colombie des Nations Unies, de l'Organisation des États-Unis, des États américains et de la Cour interaméricaine de justice, en considérant qu'il fallait faire des économies et qu'au fond, si on examinait l'investissement que fait la Colombie avec ses représentations diplomatiques dans ces organismes est relative, et ça pourrait être mieux utilisé ailleurs, dans la mesure où le gouvernement Petro, de son point de vue, a été un gouvernement qui a gaspillé l'argent public. Donc c'est pas simplement sur l'aspect sécurité, mais c'est aussi sur l'aspect défense de l'économie libérale, avec le modèle en matière de sécurité Nayib Bukele et en matière économique Javier Milei, l'Argentin. Avec, on l'a vu, un style bien à lui, des paroles aussi qui parfois sont extrêmes. Il parle littéralement détripé, je le cite, la gauche colombienne. Ce style, ça parle aux Colombiens. Bon, il a un langage peut-être qui correspond au travail qu'il a effectué jusqu'ici. Il était, comme vous le disiez, avocat, mais un avocat très particulier. Il est originaire de la région historique du paramilitarisme en Colombie. Montelli, il a été le défenseur des groupes de responsables des mouvements paramilitaires. Il a aussi une autre caractéristique, il a 3 nationalités. Depuis 2023, il a la nationalité italienne, ses grands-parents étant italiens. Il a des affaires d'ailleurs à Florence, en Italie, où il se rend très régulièrement. Et il est également citoyen États-Unis, donc il a juré fidélité à la Constitution des États-Unis, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations auprès du Conseil national électoral colombien, en disant comment peut-on élire un président qui est chargé de défendre nos intérêts et qui a juré fidélité sur la constitution de notre pays. D'autant qu'il est très proche, on le sait, de Donald Trump. Le Conseil national électoral a considéré que la constitution ne prévoyant pas ce cas de figure, on pouvait laisser faire. C'est pas le premier président. Il y a eu au Pérou, il y a eu déjà en Bolivie des candidats qui avaient la nationalité des États-Unis. Alors on l'a dit, la campagne a été très centrée sur la sécurité, sur fond de dégradation très nette de la situation sécuritaire. Cette campagne à la présidentielle, il y a un an, avait démarré d'ailleurs avec un assassinat d'un des candidats. Il y a eu depuis de nombreux attentats à la bombe, notamment celui-ci en avril dans la région de Cauca qui a fait 20 morts et 36 blessés, qui a énormément choqué. Comment expliquer ce climat et ce regain de violence que connaît le pays ?
Alors bon, la politique de Gustavo Petro était de négocier en même temps avec tout le monde sans avoir de plan bien préparé. Donc tout le monde avec toute la myriade de groupes armés qui sévissent encore aujourd'hui dans le pays. Pour rappeler la situation de la Colombie, il y a des groupes armés qui sont pas du tout politiques. Le cartel du Golfe, par exemple, qui est dans les activités illicites, trafic de drogue, extraction illégale de minéraux, enlèvement, etc. Et il y a des groupes qui sont à la fois criminels et politiques, comme l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, et des dissidents des FARC qui ont décidé de ne pas appliquer les accords de paix qui ont été signés par le gouvernement colombien et la direction des FARC en 2016. Ils sont dans les périphéries de la Colombie. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on voit dans les résultats aux élections, en 2016, ceux qui étaient favorables aux accords de paix, c'était toutes les régions périphériques, dans les campagnes. C'est là que se situe le gros problème de la sécurité. Et pour les élections législatives, comme pour les élections présidentielles au premier tour, on retrouve également le vote CP plutôt dans la périphérie où effectivement il y a de graves problèmes de sécurité non réglés. Les villes en dehors de Bogota sont plutôt favorables aux candidats d'extrême droite, en dehors de Bogota, et dans les villes, il n'y a pas vraiment de gros problèmes de sécurité. C'est le paradoxe de la situation colombienne. Mais il est vrai que le président, Gustavo Petro, avait beaucoup d'ambition et que les résultats sont minimes. Minime, carrément. Oui. Bon, oui, il y a un groupe qui s'est désarmé un petit peu. Oui, il y a 3 jours, qui a rendu les armes de manière assez spectaculaire à la télévision. Voilà. Et il y a eu la mort également d'un criminel dans une région de Colombie. Mais enfin, les résultats sont très faibles par rapport aux ambitions qui avaient été affichées en 2022. Alors, que propose, à l'inverse de la Espriella, pour lutter justement contre ces groupes armés et contre le narcotrafic qui est lié ? Il n'y a pas que le narcotrafic, ce sont des groupes qui font un peu tout. Ils font des enlèvements de personnes contre rançon. Comme au Congo, il y a aussi de l'extraction clandestine d'un certain nombre de mines en Colombie. Donc ce sont des groupes multicartes. Qu'il s'agisse du cartel du Golfe ou qu'il s'agisse des groupes qui se disent politiques comme le LN ou les dissidents des FARC, mais qui se battent entre eux également pour se disputer les sources de leurs revenus. Et donc, que propose chacun des candidats ? Bon, de l'Espriella, sans surprise, propose de suivre la voie qui a été tracée par Nayib Bukele. Donc, on tue, on arrête, on enferme. Donc, il a proposé l'ouverture de 10 grandes super-prisons, comme celle qu'a faite Nayib Bukele au Salvador, et de suspendre toute négociation de paix ou avec quelque groupe que ce soit. À l'inverse, le candidat de gauche, Ivan Cepeda, a pour ambition d'essayer de poursuivre le processus de dialogue en le territorialisant pour tenir compte des paramètres locaux. Mais il est vrai qu'il n'a pas été très clair sur la façon dont il envisageait de procéder. Il dit qu'il veut s'attaquer aux causes de cette violence, à savoir, dit-il, les inégalités, la pauvreté, l'exclusion. Ça parle ça aussi aux gens ? Oui, alors, bon, là, de ce point de vue-là, le bilan de Gustavo Petro est plutôt positif. La pauvreté a diminué de 23%. Le salaire minimum a été très largement revalorisé. La croissance économique est de 3%. Donc de là, Espriella a fait de la surenchère. Il a dit, moi, ça sera 7% de croissance économique et je baisserai les impôts des entreprises. Enfin, le programme classique des candidats ultralibéraux pour stimuler la croissance économique du pays qui, selon lui, n'a pas été suffisante. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Il y a beaucoup de marge. Il a également proposé de suspendre toutes les législations environnementales qui réduisaient, c'était l'ambition du président Petro, le poids des ressources énergétiques du type charbon, pétrole, non renouvelables. Quelles conséquences en fonction de celui qui sera élu sur les relations avec les États-Unis, partenaires Alors c'est l'un des grands objectifs d'Espriella. Il est vrai qu'il est citoyen des États-Unis. Renouer des relations avec les États-Unis, d'avoir de très bonnes relations avec Donald Trump et également de renouer avec Israël, puisque Gustavo Petro, à la suite des événements de Gaza, avait rompu les relations avec l'État israélien.
Donald Trump, justement, a apporté un soutien direct à Abelardo Della Espriella. Comment est-ce que c'est perçu sur place ? Comme une ingérence ? Bien, c'est perçu de façon positive par certains, par les partisans d'Espriella, et c'est conçu de façon critique par les électeurs d'Ivan Cepeda. Donc le président Trump est intervenu donc directement dans une élection d'un pays latino-américain, comme il l'avait déjà fait en Argentine, et comme il l'avait également fait en Honduras. Ces deux occasions-là, son candidat avait été élu. La perspective qu'il a, c'est effectivement que Della Espriella soit élu et puisse rejoindre le groupe des États qui soutiennent les États-Unis dans l'Alliance Bouclier des Amériques qu'il a constituée à Miami le 7 mars dernier. Et Ivan Cepeda, lui, entend avoir une politique étrangère, disons, plus diversifiée, plus équilibrée ? Alors la politique étrangère d'Ivan, il en a parlé assez peu, mais la politique étrangère d'Ivan Cepeda se situerait dans la continuité de celle de Gustavo Petro, donc une politique indépendante, recherchant des contacts avec les pays d'Amérique latine qui sont sur la même longueur d'onde. Il n'y en a pas beaucoup, et il reste aujourd'hui le Brésil et l'Uruguay en Amérique du Sud, le cas du Mexique. On peut y joindre le Mexique, mais qui est très particulier en raison des liens économiques étroits qu'entretient le Mexique avec les États-Unis, et éventuellement vont essayer de diversifier les partenariats économiques, puisque la Colombie est l'un des rares pays du Sud américain ayant toujours comme partenaire principal en matière commerciale et économique les États-Unis. La campagne a aussi été marquée par une désinformation massive. Les Colombiens sont-ils, disons, perméables à ce genre de... Bon, les élections colombiennes sont une espèce de laboratoire de ce qui nous attend peut-être en France ou dans d'autres pays. Pour la première fois, il n'y a pas eu de débat entre les candidats. Donc à la télévision ? Argument contre argument, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. Ils se sont enfermés dans les réseaux sociaux sur des discours unilatéraux, alors de la désinformation officielle, si on peut appeler ça comme ça. Et parallèlement, il y a eu également beaucoup de torpillage, de messages de désinformation, en particulier... En provenance de qui ? Un message qui a été diffusé contre le candidat Ivan Cepeda, qui provient probablement des courants pentecôtistes, signalant qu'Ivan Cepeda, s'il était élu, favoriserait la création d'une église satanique. Donc c'est ce genre de message qu'on trouve dans les réseaux sociaux actuellement en Colombie. Peut-être une dernière question, outre les questions de sécurité, quelles autres préoccupations pour la population ? On sait que le pays est particulièrement inégalitaire. Oui, c'est l'aspect social, mais l'aspect social est plutôt vu de façon positive par la population, même s'il y a encore beaucoup à faire, parce que 50% des Colombiens travaillent de manière informelle, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai aussi que le président Petro a rencontré beaucoup de difficultés dans la mesure où il n'avait pas de majorité dans le Parlement. Les élections qui ont eu lieu le 8 mars ont perpétuer cette situation. La gauche a progressé, mais elle est très minoritaire. Et Della Espriella, elle n'a pas non plus de majorité. Donc il y aura probablement des aménagements, des accords à trouver qui vont gommer peut-être les côtés les plus rugueux des programmes des deux candidats, quel que soit l'élu. Merci beaucoup Jean-Jacques Korlianski d'avoir répondu ce soir à nos questions Au cœur de l'info sur ce second tour de la présidentielle en Colombie, dont on suivra bien évidemment les résultats sur notre antenne. Jean-Jacques Korlianski, je rappelle donc votre ouvrage La Colombie de A à Z aux éditions André Versailles. Merci encore d'être venu nous voir ce soir sur France 24.